Un couvercle de métal soulevé trop vite fit surgir une matière muette que personne n'avait remarquée, comme un détail ignoré prêt à fissurer l'équilibre du Sahel. Dans la lumière sèche, l'apparente banalité du camion dévoila une charge si dense que la promesse d'autonomie portée par Ibrahim Traoré sembla soudain peser d'un autre poids, plus grave, presque menaçant. Qui aurait pensé qu'un convoi sans éclat puisse décider du souffle d'un pays et de la fragilité de ceux qui le gardent? Le paysage, lui, retint son souffle. Le renversement brutal provoqué par la découverte du camion oblige à formuler clairement l'enjeu. Comprendre comment une frontière, longtemps perçue comme un simple trait sur une carte, devient le test décisif d'une souveraineté mise à nu. La promesse au cœur du récit, préserver la sécurité sans dépendre d'aucune tutelle extérieure, indique la portée réelle de cette enquête. Mesurer ce que signifie tenir une ligne lorsque chaque anomalie peut annoncer une rupture silencieuse. Dans ce contexte, la question n'est plus seulement opérationnelle, mais existentielle pour un pays qui cherche à protéger son souffle vital. On suivra donc, étape après étape, comment un détail en apparence insignifiant déclenche une mécanique de vigilance renouvelée, éclaire les failles accumulées, puis dévoile l'architecture dissimulée d'un trafic capable d'altérer une région entière. Une question demeure en suspens. Si une simple date déplacée a suffi à tout ébranler, quels autres signaux, déjà traversés sans attention, auraient pu modifier le destin de ceux qui gardent cette frontière fragile? La révélation surgit en deux temps. D'abord, l'itinéraire répété des convois, même chauffeur, mêmes heures, même chargement, puis un chiffre discret, presque effacé, qui modifia tout le cadre de lecture. 7 jours d'écart sur un bordereau froissé suffirent à transformer un soupçon en bascule méthodique, révélant l'amorce d'une mécanique où chaque trajet semblait déjà calibré pour contourner la vigilance. Dans un Burkina Faso fragilisé par des années de tensions institutionnelles, cette anomalie apparut comme une balise inversée. Non pas un signe de négligence, mais l'indice d'un réseau qui respirait dans l'ombre, patient et ramifié. Les agents comprirent alors que rien n'était isolé. Les routes se répétaient en miroir, les convois circulaient sans qu'aucun chantier n'émerge, et la routine s'était muée en couverture parfaite pour une architecture clandestine, reliant faussaires, orpailleurs illégaux et circuits chimiques détournés. Ainsi se posa, en creux, la réponse à la première question ouverte. Ce qui semblait un incident ponctuel n'était que la surface d'un système organisé, testé depuis longtemps à la faveur de la lassitude administrative. Dans ce silence épais, la consigne sobre d'Ibrahim Traoré, observer, cartographier, ne frappait qu'une fois, donna un cadre inédit à l'opération, transformant chaque détail mineur en pièce essentielle d'un ensemble plus vaste. Awa devint, presque malgré elle, le fil conducteur de cette enquête qui glissait du contrôle routinier vers une vigilance née du terrain. Habituée à lire les routes comme d'autres lisent une carte intime du Sahel, elle repérait les dissonances minuscules. Un chargement trop propre, un silence trop long entre deux postes, un chauffeur qui évitait systématiquement le regard. À ses côtés, Karim, vétéran de Gawa, portait une mémoire presque topographique des pistes, des points d'eau, des détours, où les convois aiment se cacher derrière la poussière. Leur duo, discret mais obstiné, devint la première lentille capable de saisir l'impact précoce du réseau clandestin sur la frontière sud. Pendant des semaines, ils se mêlèrent au flux ordinaire, dormant sur des bâches fatiguées, observant la répétition mécanique des camions censés transporter du ciment. Ce furent ces nuits étouffées, plus que les rapports officiels qui révélèrent l'ampleur du glissement. La frontière ne se défendait plus depuis Ouagadougou, mais depuis chaque silhouette isolée, debout sous la chaleur, attentive aux moindres faux pas logistiques. L'un des premiers cas concrets surgit lorsqu'un chauffeur, persuadé d'être passé inaperçu, répéta exactement la même manœuvre qu'une semaine plus tôt. Ce décalque parfait, que d'autres auraient
pris pour un hasard, confirma aux deux agents que le trafic s'appuyait sur une régularité trop précise pour être fortuite. Hawa nota tout dans son carnet élimé, consciente qu'un seul fil tiré au bon endroit pouvait dévoiler une toile entière. Cette intuition devint leur boussole. Lorsqu'un détail revient avec une exactitude presque chorégraphique, il ne s'agit plus d'une coïncidence, mais d'une méthode. Et la méthode, ici, annonçait une menace en progression. Les premiers signes d'activation du réseau apparurent sans fracas, comme si la menace avait choisi de progresser par capillarité plutôt que par rupture. Hawa referma son carnet, observa les barils dissimulés sous le ciment, et sentit que l'enquête quittait le terrain du simple contrôle administratif pour entrer dans celui, plus mouvant, d'une survie nationale. C'était la phase où tout s'active, celle où la réalité se décale imperceptiblement, où un détail minuscule suffit à renverser l'inertie et à propulser les agents dans un espace où chaque geste, chaque silence, chaque trace compte. Le rapport envoyé à l'aube traversa les échelons administratifs à une vitesse inhabituelle, changeant d'étiquette au fil des bureaux. Ce qui n'était que anomalie devint suspicion grave, puis finalement menace organisée. Lorsque la réponse d'Ibrahim Traoré parvint, observée, cartographiée, ne frappait qu'une fois. Elle condensa en quelques mots l'esprit de l'opération, précision, retenue, souveraineté assumée sans artifice. Puis vint le point culminant, prit la forme d'un piège aussi patient que méthodique. 6 agents seulement, 2 véhicules, aucun témoin. Pendant des jours, ils suivirent les trajets répétés, notant la régularité presque mécanique des camions. Mêmes horaires, mêmes plaques, mêmes arrêts improvisés sous les arbres maigres du sud. Le réseau s'était cru invisible dans la poussière. Il ne l'était plus. Une nuit où les nuages semblaient écraser le ciel sur la piste, un signal bref fut donné. Les véhicules surgissent d'un renfoncement, coupent la route, immobilisent les camions sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Les chauffeurs, menottés avec une sobriété glaçante, comprirent trop tard qu'ils venaient d'entrer dans un engrenage qui les dépassait. Cette absence totale de violence produisait un effet paradoxal. L'opération paraissait d'autant plus implacable qu'elle ne s'autorisait aucun éclat. Lorsque les ingénieurs militaires ouvrirent les barils, l'odeur métallique et âcre libérée finit de dresser le tableau. Explosif instable, cyanure de haute pureté, composé destiné non pas à l'industrie mais à la destruction. La cargaison révélait une intention nette, dépouillée de toute ambiguïté. Puis vint l'onde de réplique, cette onde silencieuse qui remonte les pistes et dévoile, couche après couche, la structure réelle d'un trafic étendu à plusieurs pays. Les interrogatoires révélèrent des intermédiaires inattendus, des sociétés écrans, des routes parallèles traversant le Sahel sans laisser de traces officielles. À chaque nouvelle découverte, la précision du dispositif clandestin paraissait plus troublante. Les trafiquants semblaient connaître les moments de relâchement des postes, les rotations d'officiers, les habitudes logistiques des convois légaux. Rien n'était improvisé. Le système avait été pensé pour affaiblir le pays de l'intérieur, sans jamais prendre la forme d'un ennemi visible. Le dernier convoi intercepté, porteur de détonateurs et d'un message à destination de Gao, fit basculer définitivement la lecture de l'opération. Ce n'était plus une fraude sophistiquée, mais une stratégie articulée reliant économie illicite, insurrection et empoisonnement potentiel. À ce stade, une vérité s'imposa avec la brutalité discrète des phénomènes inévitables. Les agents ne gardaient plus seulement des frontières, ils gardaient la vie même. Les ingénieurs militaires ouvrirent la séance en exposant la courbe la plus frappante. 2,3 tonnes d'explosifs interceptés contre 1,2 tonnes 6 mois plus tôt. Un delta qui ne relevait plus d'une fluctuation, mais d'un saut logistique orchestré. Cette hausse indiquait une montée en puissance méthodique, preuve qu'un réseau passait d'une logique artisanale à une architecture pensée pour des opérations plus vastes. Le chiffre,
présenté sans emphase, agissait comme une lame froide. Il rendait visible ce que les patrouilles n'avaient perçu que par fragments, à savoir une industrialisation clandestine capable de redessiner l'équilibre sécuritaire du Sud. Chaque baril, expliquaient les ingénieurs, pouvait provoquer une explosion chaînée en conditions favorables, une instabilité suffisante pour réduire en poussière un périmètre entier. La seconde donnée suivait un schéma comparable, mais avec une nuance plus toxique encore. Les analyses révélèrent 1 tonne de cyanure solide d'une pureté supérieure de 40% aux normes industrielles habituelles. Ce delta n'était pas une simple anomalie chimique. Il montrait une intention offensive, car un produit si pur ne se destine pas aux circuits aurifères légaux. La poudre dense et cristalline offrait une létalité démultipliée, et une fuite mineure pouvait contaminer une rivière entière en quelques heures. Les ingénieurs insistèrent sur un point. La pureté n'était pas un accident, mais une signature. Dans le Sahel, un produit trop parfait trahit souvent une chaîne d'approvisionnement bien plus structurée que ce qu'autorisent les marchés locaux. La troisième mesure complétait le tableau, révélant un volet plus insidieux encore du sabotage intérieur. 780 caisses de faux médicaments avaient été retrouvées, étiquetées sous de fausses identités européennes et destinées non pas aux marchés urbains, mais aux hôpitaux ruraux. Les analyses montrèrent des capsules contenant jusqu'à 17% de craie, mêlées à des résidus d'arsenic, un mélange dont la toxicité pouvait provoquer des lésions hépatiques irréversibles en 3 prises. Le dispositif paraissait conçu pour frapper les populations les plus vulnérables, celles précisément où les contrôles sont rares et la confiance dans l'État fragile. La localisation ciblée augmentait le risque humain de manière exponentielle. Lorsque les 3 chiffres furent posés côte à côte, une image apparut. Il ne s'agissait pas d'un trafic opportuniste, mais d'un système pensé pour infiltrer le pays par plusieurs couches simultanées. Explosion, contamination, empoisonnement. La cohérence des deltas montrait une même main, ou du moins une même logique. Affaiblir lentement, sans se rendre visible. Dans la salle, le silence se densifia. Les agents comprirent que ce qu'ils avaient intercepté n'était pas une économie parallèle, mais une stratégie, conçue pour saper la confiance publique aussi sûrement que les infrastructures. Les données ne criaient pas, elles expliquaient. Et expliquer, ici, suffisait à glacer. Les critiques extérieures formulèrent 2 lignes d'attaque distinctes, souvent comparées à 2 miroirs placés face à une même réalité. L'un reflétait la fragilité économique d'un État isolé, l'autre projetait l'ombre d'un vide géopolitique pouvant se refermer sur lui. Selon la première position, un pays soumis à des tensions structurelles ne pouvait durablement maintenir un niveau de vigilance aussi soutenu sans assistance internationale, comme si la discipline imposée depuis quelques mois ne représentait qu'un éclat passager plutôt qu'une transformation profonde. Le risque, disent-ils, résidait dans l'usure silencieuse. Postes sous-dotés, rotation accélérée, pression constante sur des infrastructures qui ne bénéficiaient ni de ressources nouvelles, ni de partenariats extérieurs. En somme, la surveillance tenait, mais elle tenait trop haut pour un socle jugé encore fragile. La seconde ligne d'argument s'ancrait dans une lecture plus géostratégique. En privilégiant une souveraineté entièrement maîtrisée depuis l'intérieur, le Burkina Faso aurait créé une zone neutre où les groupes circulant depuis le Mali ou les côtes ouest africaines pourraient se réengouffrer. L'isolement volontaire, comparé ici à une forteresse sans pont-levis, risquait d'attirer davantage les réseaux transnationaux plutôt que de les décourager. Cette vision supposait que la région, saturée d'instabilité, exigeait des coopérations régulières, sans quoi les routes clandestines se reconstruiraient avec une rapidité déconcertante. Pourtant,
La réponse du terrain se superposa aux critiques comme une pièce qui refuse de s'ajuster au moule prévu. En 6 mois, les flux illicites enregistrés à la frontière sud chutèrent de 48%, une réduction que même les observateurs sceptiques reconnurent comme significative. Plus de 1400 officiers suivirent une formation financée uniquement par des ressources internes, créant une chaîne de vigilance plus cohérente que celle héritée des années précédentes. Les marchés noirs reculèrent, les communautés frontalières furent intégrées dans des dispositifs d'alerte et les postes réhabilités retrouvèrent une autorité qu'on croyait usée. Les critiques n'étaient pas invalidées, elles étaient simplement déplacées. Le contraste entre prédictions théoriques et constats empiriques révélait que la cohésion locale, bien plus que l'appui extérieur, constituait le ressort principal de la stratégie. Une frontière bascule en un instant. Ce constat bref, presque tranchant, ouvrit la seconde moitié de l'opération comme une lame qui fend le voile des apparences. À Bora, la découverte des médicaments falsifiés destinés aux hôpitaux ruraux transforma la lecture entière de l'affaire. Ce n'était plus un trafic sophistiqué, mais une industrie de négligence organisée, structurée pour atteindre les zones les moins protégées du pays. Awa, en observant les capsules mêlant craie et arsenic, sentit un froid particulier remonter le long de son dos, un froid que même le soleil du Sahel ne pouvait dissiper. Le changement de nature de la mission apparaissait désormais sans détour. Là où l'on imaginait contrer un réseau criminel, il fallait désormais intercepter une stratégie ciblant directement la confiance des populations rurales. C'est en relisant l'instruction sobre d'Ibrahim Traoré. Ce que nous brûlons, ce ne sont pas des cargaisons, mais des illusions. Qu'Awa comprit l'ampleur réelle du basculement. Les flammes qui montèrent au-dessus de Bora n'avaient atteint rien d'un spectacle. Elles scellaient un verdict. À mi-parcours, une vérité inattendue se révéla. Le pays n'affrontait pas seulement une menace matérielle, mais une érosion méthodique de ce qui le faisait tenir. Les effets concrets de l'opération se déployèrent comme 4 cercles concentriques, chacun révélant une transformation distincte, mais liée aux autres. Dans les zones rurales du Sud, le premier cercle, plus de 70% des habitants interrogés déclarèrent se sentir davantage en sécurité qu'avant. Cette évolution n'eut rien d'un miracle soudain. Elle résultait d'une vigilance partagée, née de milliers de gestes minuscules. Vérifier un camion avant de décharger, signaler un passage inhabituel, reconnaître les signes d'une cargaison douteuse. Les postes de contrôle, longtemps marqués par la suspicion, retrouvèrent une crédibilité silencieuse. La confiance, l'habitude et la patience se renforçaient mutuellement et résumaient l'effort collectif. Un État debout, une population éveillée, une frontière moins poreuse. Le deuxième cercle concernait l'économie locale. Les flux de contrebande avaient chuté de 43%, selon les relevés consolidés, et cette baisse produisait un effet domino sur les marchés frontaliers. Les circuits agricoles, auparavant compressés par les trafics nocturnes, retrouvèrent une respiration régulière. Les transporteurs légaux virent leurs marges se stabiliser, tandis que les commerces frontaliers cessaient enfin de dépendre de la fluctuation des cargaisons clandestines. Selon le ministère des Finances, un convoi intercepté équivalait, en valeur nette, à 3 semaines d'exportation préservée. Cette dynamique permit d'enraciner une idée que défendait depuis longtemps Ibrahim Traoré. Une souveraineté économique n'a de valeur que si elle se traduit dans le quotidien de ceux qui produisent, transportent et vendent. Le troisième cercle révéla la dimension sociale. Dans les communautés frontalières, d'anciens contrebandiers réintégrèrent la vie civique, certains rejoignant même les comités locaux. Les jeunes participèrent aux patrouilles mixtes, apprenant à identifier les schémas répétitifs des convois fictifs. Les dispensaires ruraux, plus vigilants depuis l'affaire des faux médicaments, signalèrent des lots suspects avec une rapidité nouvelle. Awa, de retour à Gawa, résuma cette mutation lors d'une session de formation. « Nous ne sommes pas en marge du pays, nous en sommes l'entrée.
Sa phrase circula comme un mot de ralliement, consolidant l'idée qu'une frontière n'est pas un mur, mais une pratique collective. Enfin, le quatrième cercle s'imposa à l'échelle régionale. À Abidjan, des économistes saluèrent ce qu'ils nommèrent l'effet Traoré. À Accra, certains virent dans l'approche burkinabé un précédent susceptible de remodeler la gestion des frontières au Sahel. À Bamako, des officiers maliens contactèrent discrètement leurs homologues pour comprendre la méthode. Discipline interne, relais communautaire, secret opérationnel. À Bruxelles, quelques diplomates évoquèrent une rupture doctrinale. 3 regards, 3 réactions, 3 implications, influence grandissante, vigilance accrue, repositionnement régional. De ces 4 cercles se dégageait une même conclusion. Le Burkina Faso n'avait pas tourné le dos au monde. Il avait cessé d'attendre qu'on le sauve. Les services stratégiques établirent 3 trajectoires distinctes pour les 12 prochains mois, afin de maintenir la lisibilité dans un environnement où chaque relâchement peut inverser la dynamique. La première trajectoire, la plus plausible, repose sur une vigilance soutenue, mais réaliste. Les postes frontaliers continueraient d'appliquer les protocoles instaurés ces derniers mois, et les flux clandestins, affaiblis mais non éliminés, se déplaceraient progressivement vers le nord. Les projections évoquent une baisse supplémentaire d'environ 15% par semestre, à condition que la discipline reste constante. Dans cette hypothèse, si la rigueur demeure une pratique quotidienne, alors la stabilité persiste, sans triomphe ni effondrement. Une trajectoire plus favorable esquisse une renaissance contrôlée, rendue possible par une coopération régionale plus fluide. Si les méthodes burkinabées inspirent les États voisins et que des accords bilatéraux émergent, partage de données, patrouilles coordonnées, formations croisées, alors les circuits légaux pourraient retrouver une vivacité inattendue. Dans certaines zones agricoles, les revenus pourraient augmenter d'environ 10%, conséquence directe d'un assainissement des routes commerciales. Les institutions civiles, en réintégrant des militaires formés durant l'opération, renforceraient la circulation des compétences et ancreraient une culture de vigilance partagée. Ce scénario ne dépend pas d'un hasard favorable, mais d'une constance méthodique. Si la cohésion régionale se consolide, alors une stabilité élargie devient crédible. Une trajectoire plus sombre, en revanche, envisage la possibilité d'un affaissement moral ou logistique. Une crise économique interne, la fatigue administrative ou un ralentissement des rotations pourraient rouvrir les routes déliées du trafic. Les réseaux, extrêmement adaptatifs, exploiteraient la moindre faille, réapparaissant d'abord dans les zones rurales, puis glissant vers les axes commerciaux. Si la routine reprend le dessus et que la vigilance s'émousse, alors les postes frontaliers redeviendraient vulnérables, permettant aux flux clandestins de retrouver leur circulation d'avant l'opération. Ce scénario rappelle une vérité simple. Le principal adversaire n'est pas toujours visible. Il peut prendre la forme d'une lassitude diffuse. Entre ces 3 trajectoires, une conclusion s'impose. L'avenir dépend moins des menaces extérieures que de la capacité à maintenir une discipline qui ne verse ni dans l'excès ni dans l'abandon. Dans les villages frontaliers, la transformation prit la forme de gestes presque imperceptibles. Un commerçant vérifiant un camion avant de décharger, une mère signalant un passage inhabituel, un jeune suivant une patrouille nocturne pour apprendre à reconnaître les cargaisons suspectes. Ces actions composèrent la première sphère, celle des familles rurales pour qui la sécurité n'était plus un idéal lointain, mais une pratique quotidienne. Le changement n'avait rien de spectaculaire. Il naissait dans le rythme des marchés, dans la poussière des pistes, dans l'attention nouvelle que chacun portait au mouvement autour de lui. La seconde sphère concernait les travailleurs urbains et les petits entrepreneurs. À mesure que les trafics diminuaient, les marchés cessaient d'être saturés de produits douteux. Les transporteurs légaux retrouvèrent une stabilité qui leur échappait depuis des années, et les pharmacies purent rétablir la confiance des patients, particulièrement après la découverte des faux médicaments.
Ici, la transformation prenait la forme d'un soulagement discret. Une économie qui cesse de fuir est une économie qui respire. Les flux redevenus réguliers permettaient aux activités de se déployer sans crainte permanente d'une concurrence clandestine. La troisième sphère touchait les jeunes urbains, souvent sceptiques face aux récits officiels. Pour eux, l'opération fut d'abord une histoire murmurée dans les écoles, les radios communautaires, les ateliers de formation. L'idée centrale ne reposait pas sur l'héroïsme, mais sur la compétence. Veiller pouvait s'apprendre, se transmettre, s'exercer. Certains rejoignirent à des programmes de sensibilisation, d'autres participèrent à des exercices de cartographie participative. Ils découvrirent que la frontière n'était pas un ailleurs abstrait, mais un espace dont dépendait leur propre avenir. À travers ces trois cercles, une même évolution se dessinait. La sécurité cessait d'être un ordre venu d'en haut pour devenir un lien partagé entre ceux qui vivent le pays au quotidien. La feuille de route élaborée après le rapport final fut conçue pour éviter tout retour en arrière. Elle ne cherchait ni effet d'annonce ni spectaculaire, seulement une continuité ferme, comparable à une ligne tenue sous tension, là où l'hésitation ferait vaciller l'ensemble. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 5 étapes furent définies, chacune associée à des acteurs précis, des délais réalistes et des indicateurs mesurables. D'abord, centraliser le renseignement. Les postes frontaliers furent reliés à une base de données unique, opérationnelle en 3 mois. Chaque cargaison suspecte devait y être consignée, réduisant de moitié le délai de détection. La vitesse d'identification devenait un rempart à part entière, comparable à une barrière posée avant l'impact plutôt qu'après. Ensuite, renforcer l'éducation civique locale. 42 villages participèrent à des programmes destinés aux jeunes, aux commerçants et aux anciens contrebandiers repentis. Le volume et la précision des signalements servaient d'indicateurs. Une communauté attentive protège mieux qu'une barrière physique. Comparaison révélatrice entre vigilance humaine et infrastructure matérielle. Puis, structurer la coopération civile-militaire. Les patrouilles mixtes remplacèrent les interventions isolées. L'objectif était clair. Ramener le temps de réponse à moins de 40 minutes dans les zones sensibles. Une frontière réactive vaut plus qu'une frontière massive. Après cela, soutenir la réinsertion économique. Les anciens contrebandiers reçurent des microcrédits agricoles. Plus de 200 initiatives virent le jour en 6 mois. Transformer une fragilité en ressources locales renforçait la sécurité autant qu'une opération armée. Enfin, instaurer une évaluation indépendante. Tous les trimestres, un rapport mesurait incidents évités, participation communautaire et confiance publique. La sécurité n'était plus comptée en arrestation, mais en équilibre maintenu. Ainsi se consolida un modèle où la discipline devenait le premier outil de souveraineté, et non sa conséquence. Awa retourna sur la clairière où tout avait commencé. Le sol portait encore l'empreinte des pneus, les stries laissées par les barils éventrés, et l'odeur lointaine des produits brûlés. Rien ne ressemblait davantage à une scène passée. Pourtant, chaque détail semblait garder la mémoire de la nuit où la routine avait cédé. Ce lieu n'était plus un simple point sur la carte. Il représentait désormais la frontière intérieure qu'un pays avait décidé de ne plus traverser les yeux fermés. Dans le vent sec qui remuait la poussière, Awa eut l'impression que la présence silencieuse d'Ibrahim Traoré s'imposait comme une retenue nécessaire, sans triomphe ni discours. Il observait la ligne tenue, la discipline acquise, la peur contenue. Cette sobriété donnait au paysage une gravité particulière, comme si le terrain lui-même reconnaissait l'effort accompli. Awa sortit de sa poche la photographie qu'elle gardait depuis la première saisie, une caisse faussement marquée « Aide humanitaire ». Elle murmura quelques mots, presque pour elle-même. Le danger avance masqué. Et cette phrase résumait ce que le pays venait d'apprendre. Protéger une frontière, c'est protéger ce qu'elle rend possible. La nuit tombait doucement sur Ouagadougou, et la ville semblait respirer avec une lenteur nouvelle.
Rien, dans l'opération menée ces derniers mois, n'avait cherché l'éclat ni la mise en scène. Pourtant, un changement discret s'était imposé. La manière dont chacun observait les routes, les postes frontaliers, les silhouettes qui veillaient sans bruit. La sécurité cessait d'être une abstraction lointaine pour devenir une pratique intime, portée par des milliers de gestes invisibles. Dans les marchés, les écoles et les gares routières, une phrase circulait presque à voix basse. La nation regarde. Non comme une injonction, mais comme une promesse partagée. Elle rappelait que même un pays souvent décrit comme fragile peut tenir debout lorsque ceux qui le composent acceptent d'assumer leur part de vigilance. Si vous observez cette histoire de près, une question demeure. Que devient un pays lorsque ceux qui le vivent choisissent de ne plus détourner le regard? Peut-être que la réponse réside moins dans les chiffres que dans ce choix quotidien de rester attentif, ensemble,